tous les candidats ont été le choix de Washington. Peu importe celui que le peuple y vote. Et donc, je déduis, puisque tous les candidats étaient le choix de Washington, ton papa est un élément de ce tout, il est élu avec la bénédiction de Washington. Initialement, oui. On est sûr. Initialement, Qu'est-ce que oui. ça veut dire initialement? Pourquoi? Parce que il va grandir, il va évoluer dans son poste. Et à partir du moment qu'il va se rendre compte qu'il a les mains liées, à partir du moment qu'il va se rendre compte que même si que sur papier, c'est lui le président, mais en fin de compte, ses décisions ne dépendent pas de lui, il va se détacher de ce système. Il va se retourner contre ce système. Et ça a commencé à partir de 2018-2019, lorsqu'on a commencé avec les vagues de pays log, justement. Parce que c'est à cette époque-là où il a changé des politiques publiques simples, assez simples, mais qui a révolté beaucoup de gens. Par exemple, une limite par rapport au prix des voitures que l'administration publique pouvait acheter. Donc, plus de blindés à $250,000, il y a une limite à 70 ou 75 000 $, je me rappelle plus. Donc déjà, ça a fait des mécontents parce qu'il y a des gens qui faisaient de l'argent avec ce genre de dossier. Quand on dit des gens, le titre de l'émission, c'est 4 ans plus tard, le fils du président assassiné se vide le cœur. Moi, mon rôle, c'est de te pousser à te vider le cœur. Il y a des gens, des gens. Il y a 12 millions d'Haïtiens, on s'entend. Ce ne sont pas les 12 millions qui bénéficient de cela. Qui avait ces contrats-là d'achat de blindés? Était-ce Dimitri Hérard? Était-ce le chef de la police? Qui? Okay. Pour mieux répondre à cette question, il faut regarder la chose dans son ensemble. Il ne faut pas rester trop proche de la question, sinon on la voit mal. Reculons un peu, prenons un peu de recul. La chose qu'il faut comprendre en politique en Haïti, c'est que le pays, en général, est dirigé par quelques centaines de personnes. Qui? Économiquement et politiquement. Allons-y. OK? Et donc, la classe économique et la classe politique. Je t'aide, je te donne quelques noms. Les Bicou, mais tout le monde les connaît. Les Madsen, très bien. L'information publique. Voilà. Cependant, donc ça c'est important parce que l'autre jour j'avais une discussion avec un très bon ami et lui il me disait à un moment donné, faut nous prendre responsabilité, nous pour qui ça nous pas. Et après je lui ai demandé, mais il va falloir définir le nous. Oui. C'est qui nous? Et c'est comme tu viens de dire, le nous, c'est pas les 12 millions haïtiens. Donc c'est une toute petite classe. Et là, j'ai un autre ami qui m'a dit, c'est à peu près 10 000 personnes. Là, je lui ai dit, mais non, ça c'est beaucoup trop. C'est pas 10 000, c'est quelques centaines de personnes. Même entre la classe économique. Quelques centaines. Du secteur des affaires ou du secteur politique ou des deux? Les deux. Ou du secteur international? Non, on parle en Haïti, on reste national. OK? Et quand j'ai parlé de ces fameux contrats, il faut comprendre qu'il y a toute une classe économique. Quand je parle de la classe économique, c'est pas un tout homogène. Ça, c'est important. Il faut le comprendre. C'est pas, ils sont tous de la même façon, ils vont tous dans la même direction. On a des Juifs, on a des Haïtiens. Puis, il y a des intérêts aussi à travers cette fameuse élite économique qui se rapproche plus des intérêts haïtiens. Tandis qu'il y a des intérêts qui s'éloignent drastiquement des intérêts haïtiens. Donc, on a une partie de cette classe économique qui vit littéralement sur des contrats avec l'État. L'État est leur client principal. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'on parle d'énergie, qu'on parle d'énergie, qu'on parle d'import-export, qu'on parle de port, qu'on parle je sais pas moi, de pétrole, qu'on parle de, les grands secteurs sont contrôlés par cette partie de cette élite économique. Quelques centaines de personnes. Le haut négoce, en fait. Exactement. Et l'État se trouve au service de ces gens-là, pas au service du peuple. Et lorsque mon père, il l'a compris, parce que devenir président d'Haïti, premièrement, c'est pas une mince affaire. Il faut travailler dur, il faut faire des accords, il faut serrer des mains, des fois avec le diable. Et à un moment donné, tu te retrouves au milieu de ces gens-là avec qui tu as fait des accords et tout ça. Et à chaque fois que tu essaies de prendre la décision de prioriser les intérêts du peuple, tu te fais taper sur les doigts. Donc, à un moment donné, lui, il a pris sa position en main et on a eu cette conversation précisément le 7 février 2021, moi et mon père, et on parlait d'un sujet assez sensible. Donc, 5 mois avant son assassinat. Exactement. Et on a parlé de la mort parce que je lui ai dit, moi, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas aller dans cette direction. Et je lui ai dit, de quoi à ton cœur? Est-ce que c'est la mort? Je lui ai dit, moi, je préfère mourir en prenant ce genre de direction, au lieu de me tomber dans mâche ou bien machine frappée, tu vois, ce genre de... Tu préfères mourir pour une cause. Exactement. Et ce jour-là, il me l'a dit, je parlais à un autre ami, ça fait pas longtemps, puis qui me disait, les gens, lorsqu'ils sont prêts à partir, ils nous le disent. Moi, mon père me l'a dit 5 mois avant. Il m'a dit, moi, je suis prêt, j'ai fait tout ce que j'avais à faire.
Et dans la direction où je vais aller dans cette direction. Était-ce une posture ou une conviction? Quand il a dit... Pure conviction. Pure conviction. Pure conviction. Connaissant Jovenel Moïse, il n'est pas capable de... et c'est pour ça qu'il a gagné les élections, en fait. Il n'est pas capable de bluffer. Il n'est pas capable, pour lui, c'est comme s'il respectait pas son autonomie en tant qu'être humain. Faire les choses à moitié. Tout ce qu'il te dit, il te le dit, à 120%. Et il le prend en direction. Ton papa, qui est un homme de parole et qui ne peut pas bluffer, qui ne peut pas mentir, avec égard, donc avec tout le respect que j'ai pour toi, ce n'est pas comme ça qu'il est perçu. Que réponds-tu à ça? Deux choses, en fait, avant de répondre à la question directement. Je tiens aussi à le dire, c'est pas une correction, en fait, c'est juste que je mentionne mon point de vue là-dessus. Lorsque je parle de mon père, je fais un effort particulier pour être le plus objectif possible. Okay? Et je tiens aussi à le dire publiquement. Avec mon père, on n'a pas toujours été d'accord avec tout. On a toujours eu nos différends. Comme par exemple, il y a certaines décisions politiques qui ont été prises. Moi, j'étais pas d'accord, personnellement. Et lesquelles? Activement, en fait. Ben, par rapport à la communication, par exemple. Parce que là, tu viens juste de mentionner que c'est pas comme ça que les gens, ils l'ont perçu. Et moi, j'avais compris que depuis début de l'année 2018, en fait, que il y avait justement cette volonté au sein de son cabinet. On lui demandait d'arrêter de s'exprimer publiquement trop souvent. Parce que de son investiture le 7 février 2017 à peu près juillet 2018, il parlait à peu près une fois par semaine. Il était présent, il était dans les émissions, il y avait de la communication. Les membres de son cabinet lui a demandé d'arrêter de faire ça. Écoute, Monsieur Moïse, Monsieur le Président, vous avez les porte-paroles, il faut les laisser faire leur travail parce que, voilà, quand vous parlez, ça nous éclipse. Exact. Moi, j'étais contre. J'étais contre cette décision parce que je lui disais toujours, en fait, je le voyais le dimanche matin, lorsque je passais le voir un dimanche matin, il prenait son assiette, allait à la cuisine, se servait un plat de maïs, puis ça, ce chital, il mangeait, et puis moi, j'étais comme, tu vois ça, tu dois le montrer au public, parce que ça, c'est toi. Parce que les gens, ils te prennent pour un bourreau qui vit dans un palais où tout est en or, puis qui a 150 personnes à son service, tandis que, regarde-toi. Dans une tour d'ivoire. Tu n'as absolument personne, en fait. Il ne veut même pas avoir des gens pour le servir à manger. Il le fait tout seul. Donc moi, je disais, déjà, cette histoire de communication, moi, je suis pas d'accord. Il va falloir que tu montres un peu de ta vie privée. Va falloir que tu t'exposes. Il faut que tu recommences à parler. Et effectivement, il a arrêté de parler la première moitié de l'année 2018. Et le pays loc. That's it. C'est fini. À chaque fois qu'il prenait la parole après, c'était trop tard. Parce que là, c'est la phrase que j'utilisais toujours avec lui. Tu étais en réaction. Et en politique, il faut jamais être en réaction. Le moins que possible. Donc, il faut plutôt avoir l'initiative. Toujours être en proactivité. Le plus que possible. Donc, déjà, ça, c'est pour dire que moi et mon père, on n'était pas d'accord sur tout. Et deuxièmement, je suis aussi un scientifique de la politique. J'étudie en politique. Je suis en train de terminer mes études en philosophie et en politique. Donc, mon approche ou mes analyses sur le mandat de mon père, il y a la dimension personnelle, c'est un fils, mais il y a aussi la dimension professionnelle ou la dimension scientifique. C'est un politologue, c'est un analyste politique. La dimension technique. Donc c'est pour ça que je parle d'ingénierie sociale, ok? Et aussi pourquoi, comme tu viens de dire, les politiciens haïtiens, ils ont à un certain niveau respecté ce profil de corrupteur, mais c'est parce que avec corrompu. Exactement, c'est parce qu'avec cette nouvelle culture politique, les personnes qui ne veulent pas se faire corrompre ne s'approchent pas de la politique. Les personnes, un jeune par exemple qui pense à son avenir, ne voudrait pas que après son nom on ajoute voleur, on ajoute corrupteur, corrompu, on ajoute toutes sortes de choses. Donc, les personnes qui ont vraiment une tête sur les épaules se sont retirées de la politique ou ils sont restés relativement très loin de la politique. Mon père, je m'en rappelle, je viens juste de te le dire à l'introduction de cette émission, j'écrivais beaucoup lorsque j'étais jeune, déjà. Et j'étais très engagé. Il y avait un concours à l'Alliance française et le texte, c'était « Si j'étais président ». C'était ça le texte. On est en 2009. Là. De la République. Pour le nombre, tiens, chanter cela. Bon, ok. Donc là, il partait le texte, il donne un titre, puis là,
tu écris. Moi, j'ai préparé mon texte et tout. Et mon père, je lui ai demandé de porter correction à ce texte. Et là, il m'a dit, je te comprends pas, tu vas dans quelle direction, là? C'est quoi cette histoire de politique? Mais tu vois pas ce qui se passe autour de toi. T'as jamais, ou pas, jamais fait nouvelle. Et là, je suis comme, mais non, m'intéresser à ce qui se passe chez moi, je veux pas être acteur politique. C'est juste que, pour ton regard critique sur ça qui a passé. Un engagement citoyen. Exactement. Donc déjà, même mon père, comme je te l'ai dit, il mettait en garde. Il était très distant par rapport à la politique. De ce fait, lorsqu'il a décidé d'accepter de devenir candidat, il m'a fait rentrer de Montréal. Il m'a fait rentrer de Montréal une fin de semaine. Je suis arrivé au Cap-Haïtien, au Trou du Nord, au nord-est d'Haïti. Je suis resté là 8 heures de temps, juste pour qu'il puisse m'annoncer qu'il va être candidat. Et ensuite, je devrais repartir le lendemain parce que j'avais un examen le lundi matin. Revenir à Montréal. Donc, cette histoire politique, ça a été genre, ça a été assez, il était ambivalent par rapport à ce choix politique. Et l'une des choses qu'il a pris le temps de me dire pendant la rencontre, ça, pour le dire qu'il y a une candidat, il m'a dit, écoute, je le vois comme une opportunité d'aider réellement. Les gens l'auront compris, j'ai une déformation de ma formation, je suis historien de formation, donc je suis un fil chronologique. Tu dis, lorsque ton papa devait t'annoncer qu'il serait candidat, nous sommes 2015-2016, bien sûr, ton papa t'a annoncé qu'il allait être candidat à la présidence parce qu'il était le choix du président d'alors, Michel Martelly. Tiens, en bas les créoles. Président Aristide te lance son phrase dans le discours, parrain châtela, manger châtela, même mon fou saisi. C'est le langage très sibyllin de Jean-Bertrand Aristide pour dire ce que tout le monde comprend, que Martelly a fait nommer Jovenel et il l'a assassiné au point que même les fous sont surpris. Était-ce un piège? 4 ans plus tard, nous sommes 2015, donc 10 ans plus tard, tu regardes la chose a posteriori. Est-ce que tu t'es dit, putain, il a entraîné mon père dans une espèce d'attrape-nigo, dans une souricière pour être son jouet, et lorsque ton père a voulu échapper à son contrôle, il l'a bouffé tout cru. Enfin, on essaie de comprendre le jeu de mots d'Aristide. Parrain châtela, manger châtela, même mon fou saisi. Toi, faisons une petite digression là. Ouais. En fait, premier bagage m'a dit, c'est que il vraiment important que moi me toujours rappeler que jusqu'à présent, nous avons enquête en cours, nous avons non capacité, on a les preuves nécessaires que nous avons à administration judiciaire qui concernée, soit Haïti, soit au niveau international, pour nous assurer que les noms, nous pas juste cités dans la presse, nous pas juste dire nous penser, nous croire que non, faut que ça soit tangible. Et je pense que ça nous aujourd'hui, là, c'est exactement le même bagage, moi, de 4 ans, l'aime de parler de ça. Donc, est-ce que je vais dire que telle personne, on parle de Martelly. Oui, exactement. Pour me dire, Martelly fait ci, fait ça, et puis ça a été un grand piège, en fait, étalé sur 10 ans. M'pas qu'à dire parce que non poursuite juridique, parce que moi-même m'obligé, dans le niveau, ça aurait été le plus neutre possible. Mais je ne peux pas non plus être celui qui va commencer à mettre des étiquettes sur des noms et le faire publiquement parce que ça va juste retirer en niveau sérieux dans des démarche juridique que m'a faire. Parce que je l'ai dit à un membre de la famille depuis 2021 qui voulait poursuivre des gens mais avec des noms, comprendre, mettre des noms au mieux sur le lit, c'est que poursuivre tout le monde en même temps. Et je lui ai dit non, ça c'est un acte politique. Et mon répond moi avec raison que tout à fait. Assassinat, c'est un assassinat politique. Faut un acte politique. Et je lui ai dit oui. Tu fais un acte politique, ils vont te répondre par un acte politique. Et au pas national pour continuer à goumarrer au politiquement qu'on y a. Tandis que si on était dans le juridique, là, ou plus ou moins qu'à continuer à goumarrer avec eux, ou plus ou moins qu'à porter preuve, ou plus ou moins qu'à faire bruit, ou plus ou moins qu'à faire balance l'empanché. Donc c'est, et je pense que c'est ça bonne raison quelques années plus tard, parce que justement, acte politique que le fait backlash, les retourner.